Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Nicolas Petit, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le président du groupe FAS, entreprise qui a été fondée en 79 par la famille Torres, qui compte plus de 800 collaborateurs, un chiffre d'affaires annoncé de 380 millions d'euros, plus de 2000 chantiers par an, voilà les derniers chiffres qu'on a trouvés. Et je veux bien que vous nous présentiez un peu les différents métiers et pôles d'activité de FAS aujourd'hui. Alors, très volontiers. FAS est le leader en France des travaux sur les bâtiments professionnels, c'est-à-dire l'industrie, la logistique, le commerce et les bâtiments d'activité. Et FAS a toute une dynamique pour devenir leader de la transition environnementale de ce parc immobilier. Ça veut dire concrètement qu'on a une activité sur l'isolation de l'enveloppe des bâtiments à travers les métiers de l'étanchéité, de la couverture et du bardage, des activités dans le monde de l'énergie pour ces bâtiments et notamment la solarisation, le photovoltaïque de ces bâtiments et également les systèmes énergétiques. Et enfin, on intervient sur l'entretien-maintenance des bâtiments professionnels en France. Tout ça est forcément lié dans un projet ou pas forcément ? Alors, pas forcément. Par contre, il y a une dynamique du secteur, c'est que, comme dans beaucoup de secteurs de l'immobilier, on passe de la construction neuve à la rénovation, et on a une très forte dynamique sur la rénovation et la rénovation énergétique des bâtiments. Et rénover énergétiquement un bâtiment, c'est faire en sorte qu'il consomme moins, donc c'est l'isolation de son enveloppe, mais c'est aussi se préoccuper de la production énergétique avec le photovoltaïque, ou encore de l'efficacité de ces systèmes énergétiques. Donc, de plus en plus, et c'est bien notre ambition, on veut être en capacité d'apporter à nos clients des solutions qui soient complètes sur le bâtiment. Ouais, on va beaucoup parler de photovoltaïque dans notre entretien, mais je vous pose cette question parce qu'en vous entendant, je pensais à ma prime rénov et au débat qu'il y a toujours sur les monogestes ou le projet global. Est-ce que c'est un peu, même si j'ai bien compris que vous êtes dans le secteur des bâtiments industriels, des bâtiments publics, etc., mais est-ce que c'est quand même une partie de la réflexion, ça ? C'est-à-dire, chez vos clients notamment, est-ce que j'ai les moyens de tout faire tout de suite ? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Alors, tout à fait. Nous, on est totalement indépendants de toute subvention publique, puisqu'elles sont concentrées principalement sur le monde du logement, et on a la chance d'être sur des secteurs d'activité qui vont extrêmement bien et avec une croissance continue. Il est vrai que de plus en plus, on voit que la rénovation de ces bâtiments appréhende l'ensemble des problématiques qui les concernent. Et ça n'a pas de sens, en effet, de se préoccuper de travailler sur l'enveloppe sans se préoccuper des systèmes énergétiques. Et c'est bien pour ça que nous, on essaye de développer des solutions globales pour nos clients. Est-ce qu'il y a des défis techniques, technologiques que vous devez relever en permanence, ou est-ce que finalement vous mettez en place des solutions qui sont testées depuis longtemps vous voyez ce que je veux dire ? Ou est-ce que chaque nouveau projet est un défi technologique ? Alors, en rénovation, il y a une nécessité de prendre en compte le bâtiment tel qu'il est et d'essayer d'adapter les solutions. Il y a un enjeu important qui se pose à notre secteur sur les bâtiments professionnels, c'est de faire en sorte qu'on aille de plus en plus vers des matériaux qui aient une empreinte environnementale réduite. Et donc, il y a un travail à faire parce que c'est encore des bâtiments sur lesquels on intervient avec de l'acier, des isolants à base de laine de roche, etc. Et donc, il y a des réflexions importantes de R&D pour développer des solutions plus environnementales. Et puis, dans le cas du photovoltaïque en particulier, puisque nous, notre enjeu, c'est de solariser les toitures de ces bâtiments. Et vous savez que si on solarise en France l'ensemble des toitures des bâtiments professionnels qui peuvent l'être, ça représente 8 centrales nucléaires de production d'électricité. Donc, on a vraiment cet enjeu. Par contre, il y a une question de poids. Quand on vient installer une centrale photovoltaïque sur un bâtiment, la question du poids se pose. Et c'est pour ça que nous, on développe des technologies pour être en capacité de le faire sur la très grande majorité des toitures en France. Depuis quand le photovoltaïque, c'est vraiment devenu un pilier de l'activité du groupe FAS ? Alors, le groupe FAS a commencé dans le photovoltaïque en 2010, avec une accélération importante depuis l'année 2022, avec le développement de capacités d'installation sur l'ensemble du territoire français. Avec une entreprise qui s'appelle EPC Solaire, c'est ça que vous avez intégré à l'origine, une entreprise EPC Solaire qui fabrique des solutions pour installer des centrales photovoltaïques. Et de là, on a développé une activité FAS Énergie Solaire. Et puis, on se développe de façon importante dans ces métiers-là, puisque cet été, on a fait l'acquisition d'une entreprise bretonne qui s'appelle LBGE Énergie, qui fait de l'installation de centrales photovoltaïques et qui a également une activité à travers LBGE dans l'électricité des bâtiments. Et on veut bien élargir notre champ d'intervention
solutions sur tous ces métiers énergétiques. Ça prend quelle place dans votre chiffre d'affaires, tous les projets liés au solaire aujourd'hui, au photovoltaïque? À l'heure à laquelle on parle, ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires du groupe. Mais par contre, ça représente d'ores et déjà un tiers du résultat du groupe. Et on a une dynamique de croissance extrêmement importante. Parce que on sent bien qu'il y a une pertinence évidente, si vous voulez, et dans les débats actuels qu'on a sur la politique énergétique française, etc., nous, 90% des projets qu'on réalise ont une dynamique d'autoconsommation. Ça, on va y venir. Voilà. On va y venir à l'autoconsommation parce que c'est un élément important. Mais je voudrais qu'on se... alors, vous les avez cités, mais les grands secteurs, qui sont vos clients et qu'est-ce qu'ils cherchent prioritairement? Alors, nous, on intervient pour les gens qui sont dans la chaîne de valeur des bâtiments professionnels, donc à nouveau industrie, logistique, commerce et bâtiments d'activité. Et donc, nos clients, ça va être soit la chaîne qui participe à la construction de ces bâtiments, soit de plus en plus les utilisateurs de ces bâtiments. Parce que la rénovation et la rénovation énergétique d'un bâtiment, en priorité, elle doit répondre à un usage. Et c'est parce que l'utilisateur a une évolution de son process, a besoin de s'agrandir, qui va du coup se préoccuper de la rénovation énergétique et donc d'améliorer sa consommation énergétique. Alors justement, vous dites, je vais vous citer, le photovoltaïque va muter de la revente à l'autoconsommation, transformation profonde qui demande de repenser les modèles économiques. Qu'est-ce qui change là, profondément ? Ce qui change profondément, c'est qu'on était sur un modèle, et on le voit, il y a encore eu des prises de position d'RTE récemment pour s'interroger sur le fait que ces électrons qui étaient balancés massivement dans le réseau de façon intermittente pouvaient interroger sur le schéma dans lequel on s'inscrivait. Nous, on croit profondément chez FAS que la meilleure électricité, c'est celle qui est produite localement pour les besoins locaux. C'est l'autoconsommation. Et c'est pour ça qu'on développe l'installation des centrales, parce que chez nos clients, vous avez des process industriels, vous avez de la réfrigération parce que c'est du commerce, vous avez des équipements à l'intérieur, et ce sont des bâtiments qui consomment. Et personne ne peut sérieusement s'opposer au fait que le meilleur modèle, c'est de produire localement l'énergie qui est utilisée localement. Mais alors, qu'est-ce que ça suppose ? Ça suppose, il ne s'agit pas seulement d'installer des panneaux photovoltaïques, c'est ce que je suis en train de comprendre, quoi. On crée sa propre centrale, en quelque sorte. Alors, ça exactement. On installe une centrale photovoltaïque. Alors, en effet, il ne s'agit pas uniquement, parce que techniquement, c'est quand même, il y a quand même quelques enjeux. J'évoquais tout à l'heure qu'il faut se préoccuper de savoir si le bâtiment est en capacité. Une centrale photovoltaïque, ça ne pèse que 17 kg du mètre carré, mais c'est suffisant pour qu'on ait besoin de se préoccuper et de vérifier que le bâtiment est en capacité de la supporter. Donc, il y a des enjeux techniques à cet endroit-là. Et puis, en plus, il faut faire ensuite attention à ce que la production soit en adéquation avec la consommation et avec naturellement une production photovoltaïque, c'est une production qui a de l'intermittence en fonction de la météo, des périodes de l'année, etc. Donc il faut des moyens de stockage. Donc voilà, le moyen de stockage s'impose de plus en plus sur le marché, et puis il faut être en capacité de le piloter dans la durée pour adapter en permanence cette consommation énergétique aux besoins de l'utilisateur. Est-ce que vous êtes inquiet c'est vrai que c'est une filière qui traverse quand même une zone de turbulence. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors, mais pas du tout. Pas du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire que le réglementaire ou le fait d'attendre une loi de programmation pluriannuelle de l'énergie depuis, bon, alors il y a un décret qui tombe, mais depuis des années, tout ça, vous restez serein ? Alors oui, parce que en l'occurrence, la mécanique d'autoconsommation, elle est totalement indépendante de toutes ces influences qu'il peut y avoir à l'extérieur. Et une centrale photovoltaïque installée sur un bâtiment s'amortit en 7 ans. Sachant que la centrale photovoltaïque, elle dure 25 ans, à peu près la même durée que la toiture du bâtiment. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire les deux gestes ensemble. Ça dure 25 ans, ce qui veut dire que pendant 18 ans, vous avez de l'électricité gratuite. Donc, si vous voulez, indépendamment de toutes les politiques énergétiques, le premier levier, le levier financier pour l'utilisateur est évident. Alors, avec quand même une question de souveraineté et de dépendance aux importations, parce qu'aujourd'hui, alors que la France était leader et pionnière dans la production de panneaux photovoltaïques, aujourd'hui, ils sont chinois, ou à 90, 95, 98% chinois. Je pense que c'est supérieur à 90% sur le territoire français. C'est ça. Donc, c'est trop tard ou on peut reconstituer une filière de production ? Alors,
Ce qui est vrai, il y a des filières qui sont en émergence, il y a des initiatives tout à fait positives. Nous qu'on suit avec grand intérêt. On a beaucoup de proximité avec toutes ces entreprises françaises qui essayent de recréer une filière de photovoltaïque. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a un écart de prix qui reste extrêmement important entre ce qui est produit sur le territoire français et ces panneaux qui sont importés. Par contre, on suit ça avec très grand intérêt et on sera ravis dès qu'on aura des capacités de production qui vont le permettre en France. Nous, on sera ravis de pouvoir proposer à nos clients une alternative française qui soit produite localement, quoi. Pour l'instant, c'est pas possible. C'est vraiment trop cher. Pour l'instant, on peut encore dans des projets qui sont particulièrement complexes et où il y a une volonté globale de l'utilisateur d'investir pour soutenir une filière française. On a la capacité à proposer des panneaux français. Par contre, il faut les anticiper parce que c'est vrai que les quantités de production sur le territoire français nécessitent d'avoir un petit peu d'anticipation, etc. Mais avec de la préparation sur des projets particuliers, on peut l'envisager. C'est une réponse française ou européenne qu'on attend là-dessus? Alors, les deux? Forcément les deux. Forcément les deux. Et la question des barrières commerciales aux portes de l'Europe sera probablement un élément de réponse important à cette question-là. Alors, il y a un principe dans cette émission, c'est que l'invité du Grand Entretien pose une question à un invité de la semaine suivante. À votre place, il y avait Alexandre Rambaud, qui est maître de conférence, co-directeur de la chaire comptabilité écologique chez AgroParisTech. Et forcément, il est allé sur ce terrain. On l'écoute. Bonjour Nicolas. Dans le contexte du développement des énergies renouvelables, la question c'est pour assurer un meilleur financement et une meilleure intégration des énergies renouvelables, dans quelle mesure la comptabilité et les principes par exemple de double matérialité peuvent apparaître comme facilitants, voire être nécessaires pour une meilleure prise en compte justement du développement de ce champ. J'imagine que vous êtes un militant de la double matérialité ou de l'extension de ce bilan extra-financier qui est en train de s'imposer, même s'il y a un coup de frein européen. Totalement. Et voyez, face, comme on n'a pas mis le salarié, la loi Omnibus fait qu'on est sorti des obligations, et pourtant on continue notre dynamique, et on a bien pour objectif de produire nos indicateurs selon la CSRD, qui nous était imposée précédemment. Et parce que, et Alexandre Rambaud, quand vous l'avez rencontré, le disait, contrairement à ce qu'on imagine, les entreprises françaises sont favorables et souhaitent avoir une dynamique avec cette comptabilité écologique qui fasse qu'on ait un regard sur leurs activités qui aille au-delà des simples résultats financiers. Vous avez évoqué ensemble, par exemple, l'engagement des entreprises dans la Convention des entreprises pour le climat. J'étais moi-même la semaine dernière à la première session du parcours bâtiment immobilier de cette année. Et voyez, les entreprises et FACE en particulier, nous on est convaincus que c'est en regardant au-delà des seuls bénéfices financiers qu'on sera en capacité de soutenir des filières. Et les énergies renouvelables, pour les questions qu'on a évoquées ensemble, sont évidemment absolument prioritaires. Alors, il y a plein de... Ça ouvre plein de chapitres. On reviendra sur la Convention des entreprises pour le climat parce qu'on les a reçus à de nombreuses reprises dans cette émission et c'est un levier de transformation que je trouve assez passionnant. Mais alors certes, la loi Omnibus, donc la modification de la directive, de la loi européenne CSRD, fait qu'une entreprise, une ETI comme la vôtre, elle sort du champ. Sauf que les donneurs d'ordre, les grandes entreprises, elles continuent. Donc vous avez, j'imagine, certains de vos clients qui sont toujours soumis au bilan extra-financier. Alors oui, on a certains de nos clients qui le sont, mais voyez, c'est pour ça que nous, on a décidé de rester. Mais oui, parce que par capillarité, on va continuer de vous demander des métriques sur ce que vous faites. C'est ce que vous évoquiez, ensemble il y a quelques jours, c'est qu'effectivement, il est tout à fait légitime, si on veut se préoccuper largement des impacts qu'on a, des différents impacts qu'on a, qu'on se préoccupe de ses fournisseurs et de ses sous-traitants. On peut pas l'enlever. Donc nous, pour nos clients, c'est important qu'on soit en capacité également de le produire, et de la même façon qu'on va embarquer nos sous-traitants dans la mesure où ça sera possible. Mais est-ce qu'il y a quand même un potentiel effet négatif? C'est-à-dire que le marché, j'ai bien compris qu'il y avait un marché potentiel assez gigantesque en France, notamment d'équipements photovoltaïques sur le toit des équipements industriels. Mais
Si une entreprise se dit finalement je ne suis pas concerné par le bilan extra-financier, peut-être que je vais retarder mes investissements en matière de photovoltaïque, par exemple, ou pas du tout. Alors, nous, aujourd'hui, Vous le on ne ressentez perçoit pas, pas ça? du tout. Non. En fait, si vous voulez, le monde des bâtiments professionnels est un monde qui est un grand type oublié, ou en tout cas qu'on regarde peu dans le monde du bâtiment. Tout le monde est très attentif et on parle beaucoup des remous qu'il peut y avoir dans le logement, mais le bâtiment professionnel, on l'évoque peu. Le bâtiment professionnel a ça d'extraordinaire, c'est que il y a une intelligence financière, une intelligence des capex qu'on va mettre sur le bâtiment, dans la vue de ce qu'il doit produire, etc., qui fait qu'il y a une pertinence systématique à tout ce qui est fait en matière de travaux, d'investissements, de services, etc. Donc ça ne dépend pas d'une directive européenne, c'est ce que vous nous dites? Oui, exactement. C'est-à-dire que le monde de nos clients, c'est un monde qui, indépendamment d'une directive, s'il considère que c'est un bénéfice pour son activité, pour ses propres clients, de toute façon, il avancera. Ouais. Alors, cette convention des entreprises pour le climat, donc vous avez décidé de vous lancer dans le processus? Absolument, ouais. Oui. Alors, j'ai reçu beaucoup de chefs d'entreprise qui l'ont fait. D'abord, il y a le choc initial. Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que ça commence toujours par la fresque du climat ou par une acculturation des participants? Et qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Alors, en effet, on a les 2 premières journées, on passe par un certain nombre de constats dans les différents domaines, l'eau, la biodiversité, le carbone, etc. Je vous avoue que moi, j'avais déjà une certaine connaissance de ces sujets-là pour m'y intéresser depuis de longues années. Moi, j'en suis un convaincu pour le monde du bâtiment depuis le Grenelle de l'environnement. Et 2008. Voilà, exactement. J'ai participé aux lois Grenelle, à la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, etc. Donc, j'avais déjà une acculturation importante à ces sujets-là. Par contre, moi, j'ai été frappé par 2 choses. Premièrement, c'était très beau de voir plus de 100 entreprises qui étaient réunies et les chefs d'entreprise qui prenaient ce temps pour se rendre disponibles et pour travailler ensemble, conscients, en particulier dans le monde du BTP et de l'immobilier, qu'on sent que c'est par le travail du donneur d'ordre, des fournisseurs, des entreprises, etc., collectif, qu'on va réussir à faire changer les choses. Et de la même façon, le deuxième point que j'ai trouvé très intéressant à revoir dans cette séquence, c'est le fait que tout est lié. C'est qu'on ne peut pas se préoccuper des sols sans se préoccuper du carbone, sans se préoccuper de biodiversité, d'énergie, etc. Tout est lié et donc ça nécessite des réponses systémiques. Et pour que ces réponses puissent être systémiques, il faut rassembler les filières pour travailler ensemble. Le principe de cette convention des entreprises pour le climat, c'est qu'il y ait une feuille de route. Oui. Des chefs d'entreprise. Ça peut aller, c'est pas systématique, mais ça peut aller jusqu'à une remise en cause, même un changement du modèle économique de l'entreprise. Comment vous imaginez, vous, cette feuille de route et qu'est-ce qu'elle doit vous apporter? Alors, je ne vais pas faire la conclusion avant les 9 mois. C'est trop tôt. Et je serais ravi d'avoir l'occasion de venir vous partager ma feuille de route raconter. Dans quelques mois. Ouais. Par contre, on l'accueille de façon tout à fait favorable. C'est-à-dire, vous êtes prêt à pousser la réflexion jusqu'à réinterroger nos business models. Oui. Absolument. Absolument. Je vous évoquais tout à l'heure le fait que nous, avec notre position de leader sur les travaux sur le bâtiment professionnel, on connaît extrêmement bien les écosystèmes de ce monde-là. Et en particulier, moi, je regrette beaucoup que ces bâtiments professionnels, vous voyez, qui sont ces bâtiments en acier qu'on a sur le territoire français, aujourd'hui, on manque d'innovation et de R&D pour transformer les matériaux, pour transformer les modes constructifs, etc. Et donc, moi, je souhaite, à travers cet engagement, que ça soit une façon pour notre entreprise de réinterroger sa façon d'opérer. Ça veut dire que vous consacrez une part de votre budget en recherche et développement à trouver ces matériaux alternatifs. C'est une démarche collective. Vous parliez d'écosystème, de chaîne de valeur. Il faut que tout le monde le fasse en même temps, mette de l'investissement en même temps pour y arriver.
Alors, sur les produits sur lesquels nous, on a la main, vous voyez, par exemple, je vous évoquais tout à l'heure qu'on développe des éléments pour l'installation de centrales photovoltaïques. On est très attentif aux matériaux qu'on utilise et on a des produits qui sont les meilleurs en matière d'empreinte carbone pour l'installation sur les bâtiments. Sur ceux où on est un des éléments de la chaîne de valeur, on discute avec nos fournisseurs. Et moi, j'ai eu la joie de retrouver certains de mes clients dans ce groupe de la Convention des entreprises pour le climat. Et on s'est d'ores et déjà dit qu'on allait fonder des groupes de travail ensemble avec nos équipes pour développer des solutions nouvelles pour le marché. Avec un investissement qui représente quoi ? C'est-à-dire que inventer l'avenir, c'est le boulot d'un chef d'entreprise, d'une certaine façon. Mais là, quand il s'agit d'inventer des matériaux alternatifs, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut coûter beaucoup d'argent. Vous voyez, comment vous dites que c'est un secteur qui est focus et qui voit où est son retour d'investissement. Voilà, vous êtes prêt à mettre combien ? La question, elle est un peu triviale, mais... Et je ne saurais pas vous répondre. C'est trop tôt pour vous faire une réponse extrêmement précise. Ce qui est sûr, c'est qu'on commence à y dédier de vrais moyens, avec un métier d'innovation et de R&D qui a émergé chez nous, et un directeur qui y est dédié. On recrute des collaborateurs sur l'ingénierie énergétique pour être en capacité de réaliser le bilan de carbone des projets sur lesquels on intervient, et de travailler sur nos propres émissions de carbone. Et petit à petit, avec nos parties prenantes, on va monter en puissance sur ces sujets. Donc, on a parlé d'autoconsommation. Comment vous accompagnez vos clients là, vers cette transition ? Est-ce qu'il faut déjà les convaincre, ou est-ce que simplement les chiffres de retour sur investissement suffisent à les convaincre ? Comment vous présentez finalement cette bascule vers l'autoconsommation ? Alors, nous, notre force, c'est cette place qu'on a sur le marché dans les travaux d'enveloppe des bâtiments, qui fait qu'on a un contact avec beaucoup d'acteurs dans ce monde-là. Aujourd'hui, on a une dynamique commerciale où on présente à nos clients les bénéfices qu'ils peuvent avoir à solariser leurs bâtiments. Et ce qui est vrai, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde le cas précis d'un utilisateur, d'un industriel, qu'on regarde ses consommations, etc., et qu'on le modélise, allez, 9 fois sur 10, on emporte la décision parce que le bilan économique est évident. Si on ne peut pas, si un industriel ne peut pas, parce que son toit n'est pas adapté, mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit, il y a des alternatives ? Alors, il y a de plus en plus, vous savez qu'en parallèle, il y a la dynamique sur les ombrières, sur les parkings, qui est une bonne façon d'apporter une réponse également. Par contre, c'est vrai que ça représente des investissements un peu plus importants de réaliser des ombrières. Et puis après, il y a des questions de pilotage des systèmes énergétiques du bâtiment qui peuvent être de nature à générer des économies d'énergie. Par contre, c'est vrai que la toiture du bâtiment s'y prête de façon particulière. Vous voyez, c'est extrêmement simple de solariser les bâtiments. Donc, à chaque fois qu'on le peut, il faut l'envisager. Et on considère que sur le territoire français, vous voyez, dans la statistique que je vous donnais tout à l'heure de ces fameuses 8 centrales nucléaires, on considère que, grosso modo, il y a un peu plus d'un tiers des bâtiments qui peuvent être solarisés, parce qu'il y en a certains où pour des raisons d'activité, parce que c'est des activités industrielles dangereuses, etc., ils s'y prêtent pas. Mais il y a au moins un tiers des bâtiments qui le peuvent. Est-ce que c'est vraiment le photovoltaïque qui va servir de base, ou est-ce qu'on peut associer d'autres leviers ? Alors, ça peut être de l'éolien, ça peut être, c'est une question peut-être totalement à côté de la plaque, mais j'assume. Ou alors, par exemple, la récupération de chaleur fatale. Est-ce que tout ça peut rentrer dans un schéma que vous proposez à vos clients ? Alors, on peut effectivement aller au-delà du photovoltaïque. Comme je vous le disais, le photovoltaïque est le plus évident et le plus facile à installer. Ce qu'on voit de plus en plus se développer, et c'est une très bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'une zone, on fasse en sorte qu'il y ait un partage des consommations. Et du coup, ça permet vraiment de lisser, en fonction de la charge des bâtiments, les différents usages. Merci beaucoup, Nicolas Petit. À bientôt sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup et Innovation. Tout de suite.